Alors, une inductance au premier semestre, on avait vu que c'était caractérisé par l'équation caractéristique. Voilà, U égale LDI sur dt, que je remets dans un coin du tableau. Voilà, ou DI sur dt égale U sur L, voilà, peu importe. Et bien en fait, cette définition-là, enfin cette équation caractéristique, c'est pas ça qui définit une inductance en électromagnétisme. Voilà. Il y a une définition beaucoup plus profonde de ça, et on va aborder ça maintenant. Donc qu'est-ce que c'est que vraiment l'inductance? Voilà. Alors pour parler d'inductance, eh bien il faut commencer par parler du flux du champ magnétique, non pas à travers une surface, mais à travers une spire. Voilà, on va faire ça. Alors c'est quoi une spire? Ben, c'est un fil électrique cette fois qui fait un tour comme dans un contour fermé, sauf que cette fois il y a vraiment un fil électrique. Donc là j'ai un fil, voilà. Ça c'est une spire. Okay. Et mettons qu'il y ait un aimant quelque part là, qui crée du champ magnétique. Mettons que ce soit du champ magnétique comme ça. Ok, donc voilà, ici il y a du champ magnétique, etc. Bon, il n'est pas forcément uniforme, hein, il peut dévier un petit peu selon les endroits, etc. Voilà, il est créé par quoi ce champ magnétique? Ça peut être le champ magnétique terrestre, ou peut-être il y a un aimant ici qui crée du champ magnétique, peu importe. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer le flux du champ magnétique à travers la spire. Alors, vous vous souvenez, le flux du champ magnétique, c'est comme le débit d'un fluide imaginaire. Donc on peut se dire, ben, le flux du champ magnétique, ça va être le débit de ce fluide imaginaire, mais à travers la spire. Voilà. Seulement si je veux le calculer, ce débit de fluide imaginaire, ou ce flux, eh bien la seule formule que j'ai, moi, c'est le flux à travers une surface. Donc en fait, je m'imagine bien ce que ça peut être le débit à travers cette spire, hein, ce bout de cercle, mais si je veux vraiment le calculer, il va falloir que j'utilise une surface. Et bien sûr, pour connaître le flux qui passe à l'intérieur de la spire, là, eh bien, en fait, je vais prendre une surface qui est délimitée par la spire, qui s'appuie sur la spire, c'est-à-dire qui accope pour bord la spire. Donc, par exemple, je peux prendre cette surface-là. Je suis ici. Et si je calcule le flux du champ magnétique à travers cette surface-là, qui est plane ou pas, d'ailleurs, peu importe, eh bien, je vais obtenir le débit du fluide imaginaire à travers cette surface-là. Okay, donc, et ça, je dirais, c'est le flux à travers la spire. Bon, pourquoi pas. Sauf que la définition de cette surface est un peu ambiguë. Parce que bon, là, j'ai pris une surface plane, mais j'ai simplement dit que cette surface devait s'appuyer sur la spire. Et rien d'autre. Alors, pour vous montrer que ça peut poser problème, on va prendre une autre de surface. On va supposer que ça, c'est comme, comment dire, une surface d'eau savonneuse, là, qui est prête à faire une bulle de savon. Et si je souffle dessus, je vais pouvoir la déformer, par exemple, cette surface, je souffle un petit peu, et puis elle va se bomber comme ça. Une surface comme ça. Ok. Et pour calculer le flux à travers la spire, eh bien, je pourrais calculer le flux du champ magnétique, non pas à travers la surface bleue, là, mais à travers la surface noire. Ah. Très bien, mais finalement, le flux à travers la spire, c'est lequel? C'est le flux à travers la surface noire ou le flux à travers la surface bleue? Quelle est la bonne surface pour calculer le flux à travers la spire? C'est ça la question. Voilà. Alors, la réponse, c'est donc cette notion de flux à travers une spire. Est-ce que c'est pas ambigu, puisque finalement, ça dépendrait de la surface qu'on choisit. Donc, surface qui s'appuie sur la spire, comme ça. Mais si on prend la noire ou la bleue, a priori, on pense qu'on ne va pas avoir les mêmes résultats. Voilà. Eh bien, en fait, ça n'a aucune importance. Vous pouvez prendre la surface bleue ou la surface noire, parce que le résultat du calcul du flux sera le même. Pourquoi le résultat sera-t-il le même? Bien, vous vous souvenez que le flux du champ magnétique il est conservatif, c'est-à-dire qu'il obéit à la loi de tout ce qui rentre égale à tout ce qui sort. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le flux entrant par la surface bleue sera égal au flux sortant par la surface noire, parce que quand on met bout à bout les deux surfaces, la bleue et la noire, eh bien, ça délimite un volume. Voilà. Et donc, la surface bleue plus la surface noire, c'est ce qu'on appelle une surface fermée. Voilà. Et donc, tout ce qui rentre par un bout de cette surface fermée est égal à tout ce qui sort par l'autre bout. Puisque le champ magnétique se comporte comme
enfin le flux champ magnétique comme le débit d'un fluide incompressible, en fait. Voilà. Donc en fait, le flux à travers une spire, c'est tout simplement le flux à travers une surface délimitée par la spire, que ce soit la noire, la bleue ou n'importe quelle autre. Ça donnera toujours le même résultat. Voilà. Donc il n'y a aucune ambiguïté pour passer du flux à travers une surface au flux à travers une spire. Voilà. Mais ça, c'est parce que le champ magnétique est à flux conservatif. Hein. Sinon, ça ne serait pas possible de dire une chose pareille. Voilà. Donc là, on n'a encore pas dit ce que c'était que l'inductance. Hein. Alors, on va y venir maintenant. On va vraiment définir ce que c'est que l'inductance. Et pour faire ce que c'est que l'inductance, on va repartir d'une spire, comme ça. Voilà. Et dans cette spire, il y a un générateur que je ne dessine pas, mais qui fait tourner un courant. Voilà. Il y a un courant qui tourne, et ce courant, c'est la seule source de champ magnétique dans tout l'espace. On va considérer ça. Voilà. En tout cas, s'il y a d'autres sources de champ, on ne tient pas compte des champs externes, on tient compte que du champ magnétique créé par ce courant-là, tout seul. Alors, il est comment ce champ magnétique? On le connaît, hein. Il a tendance à tourner autour du fil, comme ça. Donc, si ça c'est l'avant, et là c'est l'arrière, là ça tourne, c'est comme ça. Donc, par exemple, ici, là, ça va d'avant vers arrière, ça veut dire que le champ magnétique, il tourne comme ça, voilà. Autour du fil, il va faire un tour comme ça. Je ne sais pas si ça va être bien clair ce que je dessine. Voilà, ça veut dire que le champ magnétique, il est comme ça. Voilà. Et puis, bon, à l'extérieur, il sera comme ça, hein, mais bon, ça n'a pas tellement d'importance. Il n'y a que le champ magnétique à l'intérieur qui va compter. Voilà. Et puis, donc, pour le fil qui vient vers nous, eh bien, le courant vient comme ça, donc le champ magnétique il tourne comme ça, donc ça veut dire que ici à l'intérieur, il sera encore comme ça, le champ magnétique. Et puis là, il sera dirigé vers le bas. Voilà, et globalement, le courant I qui est ici crée du champ magnétique à l'intérieur de la spire qui est orienté de bas en haut à peu près. Je le fais un peu plus petit au milieu parce que je suis un peu plus éloigné des fils, donc je pense que le champ a un peu moins d'intensité. Okay. Et maintenant, ce courant qui circule dans la spire crée du champ magnétique, et donc ça va créer du flux de champ magnétique à travers la spire. Et pour calculer ce flux de champ magnétique, ben, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me prends une surface délimitée par la spire, voilà, que je hachure. Voilà. Et je vais faire somme des B scalaires ds. Hein? Donc phi b égale intégrale des B scalaires ds sur la surface S ici, hein, qui est la surface bleue. Ok. Voilà. Alors ce flux-là, il va porter un nom particulier, on va appeler ça le flux propre à la spire, parce que c'est le flux à travers la spire créé par le flux du champ magnétique créé par la spire elle-même, par le courant qui circule dans cette même spire. Donc c'est vraiment le flux qu'elle s'envoie à travers elle toute seule, puisque le courant qui passe dans la spire est source de champ. Voilà. Et alors pour comprendre la suite, eh bien, il faut faire une expérience de pensée. Voilà. On va supposer qu'à un moment, je double le courant qui est dans la spire. C'est-à-dire j'avais 1 ampère, je passe à 2 ampères. Voilà. Et si je passe à 2 ampères, eh bien, par linéarité des équations de Maxwell ou théorème de superposition, peu importe, eh bien, je sais que si je double le courant I, je vais doubler l'intensité du champ magnétique en chaque point de l'espace. Donc en chaque point de l'espace, hop, le champ magnétique il double. Il prend une taille double. Ok. Et donc sur chaque petit carreau, ici, de ma surface, pour lequel je vais calculer le flux, ben, si je double le champ magnétique, ça revient à doubler la vitesse d'écoulement de mon fluide imaginaire. Si je double la vitesse d'écoulement de mon fluide imaginaire, sans changer la direction, hein, eh bien ça va doubler le débit. Donc le débit de mon fluide imaginaire, donc le B scalaire ds, il va doubler pour chaque petit carreau. Et donc si pour chaque petit carreau B scalaire ds double, eh bien quand je somme des termes qui sont tous 2 fois plus grands, eh bien à la fin j'obtiens que le flux du champ magnétique à travers la spire est doublé. Voilà. Donc cette expérience de pensée, elle dit quoi? Elle dit que si je double I, eh bien je double le flux du champ magnétique à travers la spire. Voilà. Si je triple I, ça triple le flux du champ magnétique, etc. En fait, avec ce petit raisonnement, cette expérience de pensée, on en déduit très rapidement que le flux du champ magnétique va être proportionnel, ici, au courant qui circule dans la spire. Voilà. Et donc, on va dire que c'est égal à K fois I,
où K est une constante de proportionnalité, voilà, eh bien figurez-vous que cette constante de proportionnalité, en fait, on la note pas K, on la note L. Parce que c'est ça qui va définir l'inductance. Voilà. Donc ce coefficient de proportionnalité, c'est L. C'est l'inductance. Et c'est la définition de l'inductance en électromagnétisme. Alors, ça fait le lien entre des choses, si on essaie de regarder les unités quand même. C'est vrai que je n'ai pas parlé beaucoup d'unités sur le flux du champ magnétique. Alors, le champ magnétique, on est d'accord, lui, il est en Tesla. D'accord? C'est l'unité du champ magnétique, ça. ds, c'est en mètres carrés. Donc, le flux du champ magnétique, c'est des Tesla que multiplie des mètres carrés. Voilà. Bah, cette unité-là, on ne l'utilise jamais. Il y a une unité spéciale qui est équivalente, qui vaut la même chose, qu'on appelle le Weber. Alors, je l'écris en toutes lettres, mais en fait, on note VB. D'accord. Pour Tesla, on met grand T d'habitude. Okay. Et alors, normalement, le courant ici il est en ampères. Voilà. Donc l'inductance, ça devrait être des Weber par ampère. Voilà. Ou des Tesla mètres carrés par ampère, si je fais ça. Bon. BR par ampère. Voilà. Mais en fait, cette unité n'est pas retenue du tout. Ce qu'on utilise, c'est les Henry qu'on a vu au premier semestre. Voilà. Et un Henry, c'est 1 Weber par ampère. Voilà ce que ça veut dire. Ok? Voilà. Alors, voilà la définition de l'inductance. Donc on va le noter, je vais la noter comme ça. Ça tient dans cette relation phi égale Li. De toute façon, c'est le flux du champ magnétique. Je ne le mets pas, parce que des fois on ne l'écrit pas. Voilà. Ça, c'est vraiment la formule de définition de l'inductance. Et ça, attention, c'est pas n'importe quel flux, c'est le flux propre. C'est le flux créé à travers la spire, d'accord, créé par le courant qui circule dans cette même spire. On appelle ça le flux propre. C'est le flux que la spire se crée à travers elle-même, de par le courant qui passe à travers. Et la constante de proportionnalité entre les deux, c'est l'inductance. Ok. Alors, quel rapport avec ce qu'on avait appris au premier semestre? Direz-vous, eh bien, c'est encore un peu trop tôt pour l'aborder, donc on ne va pas le faire tout de suite. Par contre, on en sait assez pour avancer l'exercice. Voilà, puisque, en fait, si on regarde bien, alors ça j'efface, voilà. Bon, ça, si je vais garder un petit peu, voilà. En fait, on parle de l'inductance parasite de la ligne bifilaire. Voilà. La ligne bifilaire, c'est quoi? Si je la représente pas en perspective comme ça, si je la représente en longueur, ben, c'est un fil avec un fil qui chemine à côté comme ça. Voilà. Et puis à l'extrémité l'extrémité du fil, ben, en fait, on relie un appareil. Bon, c'est le courant, voilà, on va dire qu'il reboucle comme ça, il se ferme. Voilà. Puis de l'autre côté, il y a, je sais pas, il y a un appareil ou un générateur et le courant, il boucle dans le générateur comme ça. En fait, vous avez le courant I là, voilà, qui va comme ça, aller et retour. Ok. Voilà. Et bien si on regarde bien, ce circuit-là, c'est l'équivalent de ma spire rouge en fait. C'est un courant qui tourne. Sauf que là, la spire, elle avait une forme circulaire, mais là, elle a une forme plutôt rectangulaire. Mais c'est la même chose. Voilà. Et donc, si je veux connaître l'inductance parasite de ces spires, enfin l'inductance qui correspond à ces spires, on dit parasite parce qu'en général, dans les câblages électriques, c'est plutôt nuisible les inductances. Voilà, c'est pour ça qu'on dit parasite. Voilà, et bien qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut calculer le flux du champ magnétique créé par ce courant I à travers cette boucle-là. Donc à travers cette surface-là, celle qui est entre les deux fils. Et cette surface-là, eh bien, en fait, si vous regardez bien, c'est celle qu'on avait prise dans notre exercice, c'est celle qui fait la jointure entre les deux fils. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on voit quand on calcule ce flux? Ben, c'est cette formule-là. Et on voit que ce flux, ben, effectivement, il est bien proportionnel au courant qui passe dans la spire. Cette formule-là est bien de cette forme-là. Et donc la valeur de L, qui est ici, qui est la constante de proportionnalité entre phi b et I, eh bien c'est tout ce qu'il y a autour du I dans cette formule. C'est-à-dire il y a mu0 L sur pi log de 1 plus d sur A.
Donc en fait, quand on connaît bien la définition de ce que c'est qu'une inductance, par cette formule-là, eh bien on déduit que l'inductance de l'inductance parasite de câblage de la ligne bifilaire, c'est égal à mu0i, non, il n'y a pas le i justement, le i s'en va, L sur 2pi, sur pi tout court, 2pi j'ai un peu de mal, facteur de log de 1 plus d sur a. Voilà, et ça c'est la réponse à la dernière question de l'exercice. Ok, et bien c'est vu. Et on va terminer par une petite application numérique. Parce que c'est très important de connaître l'ordre de grandeur de ces inductances parasites. Alors, on va prendre un fil de... j'ai envie de prendre 1 mètre de long. Voilà. On va faire L égale... Donc, mu0, c'est 4pi fois 10-7. On va calculer pour 1 mètre de long. Ensuite, si on veut pour 10 mètres, il suffira de multiplier par 10, hein, c'est pas compliqué. Et là, ça va nous donner l'inductance pour chaque mètre de câblage à peu près. Alors il va y avoir, ça va dépendre aussi de l'éloignement qu'il y a entre les deux fils. Vous voyez que plus l'éloignement entre les deux fils est grand, plus le log sera grand et plus l'inductance parasite de câblage sera grande. Voilà. Alors dans l'énoncé, on vous dit de prendre D égale 2 mm, donc 2. Bon, si je voulais mettre millimètre, il faut mettre 10.3. Et le rayon du fil, ça dépend du rayon du fil, et là on prend 1 mm. Voilà. Alors les 10-3, j'aurais pu m'en passer, parce que 10-3 sur 10-3, ça fait 1. Donc là, c'était pas du tout obligé de les mettre. Ce qui compte, c'est le rapport entre D et A, et ça dépend pas de l'unité qu'on choisit. Voilà. Et ça fait donc 4pi 10-7, dans les pi s'en vont aussi. Finalement, il en restait 4 10-7 que multiplie log de 3. 4 exposant 7 plus moins que multiplie le log de 3. Alors, je ne sais pas si je me suis trompé, mais je pense que c'est bon. Donc moi, j'obtiens un truc qui est du genre 0,439 micro-henri par mètre, puisqu'on a calculé pour 1 mètre. Donc si on prend une longueur de câble qui fait 10 mètres, égale 10 mètres, eh bien on obtient 10 fois plus, c'est-à-dire 4,39 micro-henri. Typiquement. Je refais, voilà. Ok, c'est ça. Voilà, alors c'est assez important ça de connaître un peu, déjà, alors, de connaître un peu cet ordre de grandeur. Alors ça peut paraître faible ces inductances-là, mais ça dépend en fait des fréquences auxquelles on travaille. Et puis ça c'est pour une longueur de 10 mètres. Mais si on met des grandes longueurs, ce qui peut arriver dans les réseaux électriques, hein, EDF ils ont des câbles sur des centaines de kilomètres, et bien ça finit par faire des valeurs d'inductance qui ne sont pas du tout négligeables. Voilà. Et voilà. Et aussi cette chose-là, ces inductances parasites, ça peut poser des problèmes dans les circuits électroniques. C'est-à-dire, des fois, vous avez une aligne stabilisée, hein, vous l'avez souvent ça en TP, une aligne stabilisée, je sais pas, qui sort du 12 volts, et puis vous reliez ça avec des fils. Généralement, pour le plus, on met un fil rouge, et puis pour le moins, un fil noir. Puis ensuite, on va brancher ça, par exemple, pour alimenter un ampli-op. Vous avez un ampli-op, comme ça, puis vous l'alimentez avec son plus et son moins, voilà. Puis il y a un schéma ampli-op, hein, plus, moins, etc. Ok. Et vous êtes persuadé, quand vous faites ça, que s'il y a 12 volts fournis par la ligne, il y a deux fils, et bien on a 12 volts ici au bord de l'ampli-op. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en fait, si on fait un schéma équivalent de ce câblage-là, des fils, eh bien ici, il faut ajouter une inductance parasite. Voilà. Et du coup, ici, il y a une chute de tension qui va être de cette nature-là, hein, qui sera égale à LDI sur dt, si le courant, c'est le courant d'alimentation comme ça. Voilà. Eh bien, finalement, on croit que l'amplificateur opérationnel, là, il fonctionne avec 12 volts. Eh bien, en fait, non. On peut avoir des variations rapides. Et notamment, des fois, cette inductance parasite de câblage peut rendre instable le fonctionnement de l'ampli-op. Et quand vous êtes en TP, vous voyez ça, parce que souvent,
Si on mesure la tension ici, on trouve qu'elle n'est pas constante, on trouve qu'elle oscille à haute fréquence. Pareil, les traces de Yann épaisse sur les tensions de sortie d'ampli-hop, etc. Puisque en fait, l'ampli n'est pas alimenté avec une tension qui est bien constante. Et donc, quand c'est comme ça, eh bien, j'ai dû le dire à pas mal d'entre vous en TP, je dis, ben, commencez déjà par rapprocher le fil plus et le fil moins. Vous les rapprochez les plus près l'un de l'autre. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait quand on les rapproche? Ben, ça fait diminuer D, l'éloignement entre les deux fils, et ça fait diminuer la valeur de l'inductance parasite de câblage. Et quand elle réduit suffisamment, eh bien, ça peut permettre d'enrayer l'instabilité de l'ampli-hop alimenté à travers l'inductance. Voilà. Ça peut régler le problème. Voilà. Alors en fait, ce qu'il faut savoir en électronique, pour s'affranchir complètement de ce problème-là, eh bien, comme les oscillations qu'on arrive à avoir ici, c'est des oscillations haute fréquence, hein, eh bien, on peut aussi gommer l'effet de ces effets parasites de câblage en mettant un condensateur ici de découplage entre le plus et le moins, au plus près des connexions du composant. Voilà, puisqu'un condensateur, en fait, c'est un réservoir de tension. Hein. Vous avez la tension au bord d'un condensateur, c'est I2 sur dt égale I sur C, comme ça. Voilà. Et de toute façon, quand on est à très haute fréquence et que la valeur de C est suffisamment importante, eh bien, voilà, I a beau brasser un petit peu, la tension U au bord du condensateur n'a pas le temps de varier. Donc elle reste constante. Et ça interdit les oscillations de fréquence au bord du circuit. En général, ça évite les problèmes d'instabilité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, chaque fois qu'on fait du câblage électrique ou électronique, on ajoute dans le circuit des inductances parasites de câblage. Des fois, c'est pas gênant, des fois, c'est gênant. Quand c'est gênant dans les circuits électroniques, on lutte contre ça avec des condensateurs de découplage qui sont prévus assez systématiquement sur les cartes électroniques. Voilà. Et puis pour les câblages, je dirais, longue distance, hein, genre réseau électrique, etc. Mais déjà, une première règle, c'est de faire cheminer le fil qui amène le courant et celui qui le retourne là, le plus près l'un de l'autre, de manière à avoir une distance minimale entre les deux fils. Voilà. Alors on les met le plus près possible. Maintenant, il y a toujours la distance entre les deux parties conductrices qui correspondent à l'épaisseur de l'isolant qu'il y a autour des parties conductrices. Ça, il faut bien qu'il y ait un isolant autour des fils électriques. Voilà. Mais c'est une règle générale du câblage d'essayer donc de regrouper le câble aller avec le câble retour. Tout le temps. Voilà. Ça lutte contre les parasites de câblage et aussi ça évite que votre câblage émette trop de parasites électromagnétiques dans la nature aussi. Voilà. C'est tout bénéf à chaque fois de rapprocher ces deux câbles. Alors on a terminé la dernière question, on a fait un peu de philosophie. Maintenant, il y a juste une chose qu'il faudra, pour boucler la boucle, il faudrait faire le lien entre ce phi égale LI et le U égale LDI sur dt du premier semestre. Voilà. Eh bien, je vais faire une petite coupure vidéo et on aborde ça par la suite. Voilà. Allez, merci de votre attention et à bientôt pour la vidéo suivante.